Messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bienvenue à votre émission Point de vue. Au menu de ce numéro, nous allons parler de l'affaire Djoliba TV, haute autorité de la communication. Le deuxième sujet va porter sur le retrait de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de la CEDEAO. Le troisième point va porter sur l'ouverture de la mine de lithium dans la région de Bougouni. Et pour discuter et analyser tous ces sujets, j'ai en ma compagnie Massiré Diop. Il est rédacteur en chef à Journal du Mali. Massiré, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. À ma gauche, Boubacar Yalkoué. Il est le directeur de publication du journal Le Pays. Bonjour Boubacar. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et nous allons commencer par le premier sujet qui porte sur l'affaire Djoliba TV, haute autorité de la communication. On sait finalement que Djoliba écope de 6 mois de suspension au lieu du retrait définitif de sa licence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit applaudir, Boubacar Yalkoué? Non, toute décision qui entrave à l'expression plurielle, on ne doit pas l'applaudir, même si cette décision elle est considérée comme une sentence révisée. Parce que la première décision de la HAC, on se rappelle, c'était le retrait définitif de la licence. Et suite à cela, il y a eu pas mal de médiations. Et surtout la médiation principale, où je dirais, bien la démarche principale, c'était les recours gracieux déposés par Djoliba même. Aux dernières nouvelles, comme vous l'avez si bien dit, on a vu que la HAC a quand même pris 6 mois de suspension contre Djoliba. Et moi, j'ai eu à échanger avec les responsables aussi en charge du dossier, que ce soit au niveau de la maison de la presse, au niveau de Djoliba et puis aussi la haute autorité de communication. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des éléments d'appréciation qu'on n'avait pas à notre disposition et que s'il plaît à Dieu, demain, samedi, comme il y aura une rencontre élargie à toutes les entités. Effectivement, la maison de la presse a convoqué. Effectivement, je pense bien que les premiers responsables de la maison de la presse vont mettre à notre disposition les détails par rapport à ça. Et en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je l'ai tout entendu, on est contre personne. On défend seulement les principes. Et peut-être ça peut être mal interprété. Mais pour ce qui me concerne, ma position reste intacte par rapport à la décision prise contre Djoliba. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le pardon. Et aussi à cette décision de la HAC aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec. Mais dans les coulisses, je rappelle que la commission ad hoc qui avait été mise en place pour approcher la HAC va continuer des négociations pour voir s'il y a possibilité encore de revoir cette sentence-là, mais on verra bien demain. Les éléments qu'on aura là-bas en fonction de cela, on saura comment s'orienter. D'accord, en attendant ces éléments d'appréciation, Massiré, est-ce qu'il faut se satisfaire de cette décision? Quand même, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont revu leur position. Déjà, ça montre que quelque part, il y a une flexibilité. C'est vrai qu'on peut être dans des condamnations par principe. Par principe, c'est quand même difficile de voir qu'un média puisse être fermé, surtout dans le monde auquel nous assistons aujourd'hui. Mais dès l'instant où ils ont quand même revu leur position, c'est-à-dire quelque part, il y a des chances qu'on aille plus loin. C'est-à-dire, moi, c'est vrai qu'au départ, même, est-ce que c'était... bon, on ne va pas quand même refaire l'histoire. La décision a déjà été prise, elle a été prise, donc on ne peut plus faire quoi que ce soit. Maintenant, il y a des négociations qui ont permis de revoir cette position. Moi, je pense que ça veut dire que les portes ne sont pas totalement fermées et que si on continue, on pourra encore parvenir directement à la levée de toutes ces restrictions. Est-ce que, Boubacar, vous êtes optimiste comme Massiré Diop sur ce point? Parce qu'on sait quand même que les 6 mois, c'est le résultat de négociations avec
la commission qui a été mise en place par la Maison de la Presse, même si cette commission ne parlait pas assez aux médias, mais elle était vraiment à l'œuvre hein, pour quand même arriver à ce résultat. Oui, bon, je ne parlerai pas du rapport de force, mais il faut quand même maintenir cette détermination-là pour la préservation quand même des libertés d'expression et de presse. Maintenant, je crois que la décision, peut-être, elle va un peu, elle a pris à contre-pied la Maison de la Presse. Si je dis à contre-pied, parce que je me rappelle, lors de la visite du Premier ministre à la Maison de la Presse, le président de la Maison de la Presse avait mentionné qu'il y aura bientôt un dénouement heureux. Bon, on ne peut pas considérer cette sentence-là comme un dénouement heureux. Et je sais aussi qu'à leur niveau, ils n'ont pas du tout apprécié, entre guillemets. Je parle avec réserve. Et je pense bien que la rencontre de demain élargie à toutes les entités, ça sous-entend quand même qu'on va quand même prendre une décision responsable par rapport à la situation. Et je ne dirais pas une décision de bras de fer parce qu'on est sorti de ce carcan-là depuis un moment, parce que le premier communiqué, on avait dit, à défaut, si la médiation n'aboutirait pas, on va diffuser l'élément incriminé. Je pense qu'on a déjà dépassé cette étape. Mais à partir de demain, j'ai aussi appris qu'il y a des démarches qui sont toujours en cours, hein, qui vont même au-delà de la haute autorité de communication, qui est d'ailleurs rattachée à la primature, tout le monde le sait. Avec les nouveaux locataires, il y a certains qui ont pris langue avec lui pour aussi lui dire éventuellement toutes les démarches qu'il a entreprises de son installation à aujourd'hui. Les gens l'ont diversement apprécié. Maintenant, pour ce qui concerne la presse, là, qui essaie vraiment de faire en sorte que la position soit flexible et qu'ensemble on puisse en tout cas cheminer pour une transition réussie. Et là, on peut peut-être probablement s'attendre à une révision de ces 6 mois de ces négociations. Mais un aspect, on sait quand même que la presse a joué un grand rôle dans l'événement de la démocratie. Est-ce que dans ce cas-ci, elle a été soutenue généralement, la presse de façon générale, et Djoliba de façon particulière a été soutenue dans ces moments difficiles, à part et les populations et la classe politique? Bon, c'est difficile, vous savez, mais je pense que quand même ce soutien, ou bien cette mobilisation, nous l'avons vu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est très rare de voir des hommes politiques qui ne se sont pas exprimés sur le sujet, et même le citoyen lambda. Donc ça veut dire quelque part que les Maliens sont toujours attachés à cette liberté d'opinion et de presse, et c'est là où peut-être qu'il faut beaucoup mettre l'accent. Et puis aussi, ce que j'aimerais relever, c'est le fait qu'à chaque fois que vraiment la presse a été unie, à chaque fois que la presse a parlé d'une seule voix, tout le temps on arrive à faire bouger le cocotier. Donc autant se dire que finalement, ce n'est plus la peine d'avoir toutes ces oppositions au sein, parce que c'est une seule famille. Et moi, je pense qu'il faut tout faire pour maintenir un peu cette cohésion, et c'est de là que le pays même pourra plus en tirer profit. Et d'accord, nous allons maintenant à présent aborder le deuxième sujet qui parle du retrait de l'AES, l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO, le week-end dernier, juste avant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il y a quand même le collège des chefs d'État de l'AES qui a fait une déclaration qui résonne comme une sorte de main tendue à la CEDEAO qui, le jour après, disons le lendemain, a acté le départ de ces 3 pays de leur organisation. Est-ce que, Boubacar Yalkoué, vous pensez que c'est un chemin de non-retour que les dirigeants de l'AES ont pris vis-à-vis de la CEDEAO avec cette décision? Bon, moi je ne dirais pas chemin de non-retour parce qu'on sait bien avant la prise de cette décision, il y a eu pas mal d'événements et pas mal d'interprétations par rapport aux prises de position ici et là, qui ont conduit ces 3 pays-là à se démarquer un peu de cette organisation-là. Et ça se comprend aisément aussi parce que quand tu es là-dedans, tu es quand même sous le coup quand même des sanctions prévues par les textes. Or, la vision qu'ils voulaient aussi expérimenter dans ces 3 pays était en déphasage aussi avec les orientations de la CEDEAO. Maintenant, ils disent qu'ils restent toujours sur cette position et que la position elle est irréversible.
moi, à mon entendement, ce sont des décisions politiques, entre guillemets. J'ai aussi l'ultime conviction qu'ils vont se comprendre. C'est ma façon de voir les choses, surtout avec la médiation du président sénégalais qui est venu en dernier ressort. Et nous l'avons même bien vu lors de la rencontre aussi des chefs d'État de la CEDEAO. La question a été aussi posée. Ils ont quand même laissé quand même une fenêtre, une ouverture pour dire que bon, voilà, on a à partir de fin janvier votre décision de retrait, mais il y aura quand même une transition, un couloir quand même de 6 mois, lors de temps pendant lequel ces chefs d'État-là qui ont été désignés pour la médiation vont continuer. Et au terme des 6 mois maintenant, ils n'auront plus d'autre choix quand même que d'entériner et de voir les dispositions qui s'y imposent. Mais en tout cas, ça n'arrange personne, moi, à mon entendement, parce que ces peuples-là, je peux dire que c'est la même famille. Hein, quand on prend le Mali et la Côte d'Ivoire, le Mali et puis le Sénégal, etc., et d'autres pays, et le mieux serait que, et aussi les États sont interdépendants. Quand on regarde l'évolution du monde aujourd'hui, on est interdépendant. Si le Mali n'est pas dans cette organisation aujourd'hui, les conséquences sont réciproques. Donc on n'a pas besoin d'en arriver là. Surtout, on a d'autres défis auxquels on doit faire face. Si on parle d'unité africaine et que dans ces organisations on n'arrive pas à se comprendre, ça veut dire que l'unité africaine n'est qu'un leurre. Or, on est condamné à aller vers ça. Alors, quand Massiré, on écoute le président du Burkina Faso qui dit que c'est un chemin irréversible et qu'il y a certaines erreurs à ne pas commettre et que juste après la déclaration du Collège des chefs d'État, le président du Niger également revient sur la même question. On a comme l'impression que ça va relever quand même du miracle que les États de l'AES restent au sein de la CEDEAO. Moi, je ne pense pas que ça puisse relever du miracle. Pour moi, ce sont des êtres humains. Donc, ce sont des personnes avec lesquelles on peut dialoguer. Donc, les positions peuvent changer de moment à l'autre. On a pris, certes, la décision de se retirer, mais comme on peut aussi reconsidérer cette position pour des intérêts partagés. Certainement qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des malentendus, mais ça peut arriver au sein, même dans une famille, vous avez ces genres de positions. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse dialoguer et trouver un terrain d'entente. Déjà, moi, je souhaite m'accentuer sur les points de convergence. Le fait de dire les CEDEAO, les citoyens ou les ressortissants de la CEDEAO ont le droit de se dire, c'est déjà un bon point. Le fait de dire aussi qu'on accorde 6 mois de transition, même si on sait que cette décision est actée déjà, mais on accorde, c'est déjà... Maintenant, pourquoi ne pas essayer de travailler sur ces points de convergence, sur ces points qui sont positifs, afin de parvenir véritablement à un accord. Et là, c'est là où on doit mettre maintenant les bouchées doubles. Pas que la médiation du président sénégalais ou bien togolais. Non, il faut aller au-delà même de ça. Il faut aller au-delà même de ça. Vous savez, quoi qu'on puisse dire, le Mali, sa trace ou bien son passage à la CEDEAO restera inoubliable. Et quelle que soit cette décision qui sera prise, moi je pense que l'attachement du Mali à la CEDEAO, on ne peut plus remettre cela en cause, parce que déjà la position géographique fait qu'aujourd'hui, on est à l'intérieur. Et tant que la CEDEAO porte encore ce nom, l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que nous aussi, on pourra toujours être considérés comme des Africains de l'Ouest. Ça, c'est quelque chose sur lequel vraiment il faut insister. Maintenant, bon, vous savez, c'est des intérêts. C'est des intérêts. Les organisations aussi, c'est pareil. Mais moi, je trouve quand même peu déplorable parce que très souvent, c'est mieux de parler d'une seule voix. C'est mieux d'aller à l'unisson. Trop de divisions. On est déjà divisé. Même en tant que pays, il y a déjà des divisions. Et si encore on part vers d'autres divisions, finalement, comme le grand frère l'a dit, à quand véritablement l'Union africaine? Et si c'est irréalisable, mais qu'on nous le dise tout de suite, on passe à autre chose. Donc je pense qu'il faut aller insister d'abord sur ces points de convergence, sur ces points qui sont
positif. Et il reste maintenant que les discussions s'intensifient au-delà même de la médiation simplement sénégalaise ou togolaise. Alors, en parlant de points de convergence, quand même, il y a eu cette main tendue des États de l'AES qui disent qu'il n'y a pas de visa entre les ressortissants de la CEDEAO qui viennent séjourner dans l'espace AES. Mais en disant cela, est-ce qu'on ne s'attend pas beaucoup plus à une question de réciprocité du côté de la CEDEAO au cas où le divorce venait à être consommé? Yalkoué. Oui, bien évidemment. Bon, moi, je pense que l'intégration va au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, mais on comprend aisément que cette sortie aussi de ces trois États à la veille d'une rencontre déterminante des chefs d'État de la CEDEAO n'était pas aussi fortuite, pour la simple raison que moi, à mon entendement, c'était peut-être une stratégie de se porter victime au cas où la CEDEAO arrivait à prendre une décision un peu dure contre ces trois pays. Mais au regard du contexte aujourd'hui, moi je pense que, comme Massir l'a si bien dit, les négociations vont continuer. Et le point aussi de discordance entre ces pays-là n'est autre que peut-être l'organisation des élections, ça se limite à ça. Et au fur et à mesure qu'on avance dans ces trois pays aussi, les chefs d'État ou les autorités qui ont en charge aujourd'hui la gestion de ces transitions-là ont la réalité en face. Parce que la situation, qu'on le veut ou pas, elle va de mal en pire. Dans plusieurs secteurs, on a d'énormes problèmes aujourd'hui. Et peut-être chez nous, ici, on est à 4 ans. Peut-être dans les autres pays, peut-être ils sont à 2 ans, 3 ans. Mais arrivé à un moment donné, on n'a pas le choix. On est obligé de sortir de cette situation exceptionnelle-là. Et en réalité, prôner non seulement les acquis démocratiques, mais par-delà également aussi respecter aussi les décisions que nous avons même prises sous ces transitions-là, parce qu'on a vu qu'il y a une nouvelle constitution chez nous ici. Il ne peut pas y avoir une constitution et demeurer encore toujours dans la transition, ce n'est pas possible. Et au cas où, en tout cas, il reviendrait quand même à de meilleurs sentiments, tout en quand même donnant des précisions par rapport à l'organisation des élections. À partir de là, je pense que les choses vont positivement bouger entre les deux positions. Alors, donc en accordant ces 6 mois, on se dit peut-être, comme Yalkoué laisse entrevoir, le contexte politique peut changer. Peut-être probablement que ça va donner une chance à l'AES de rester au sein de la CEDEAO. Ça peut donner une chance. Déjà qu'on voit de plus en plus les questions liées aux élections en train d'être évoquées. On l'a vu, même avec l'arrivée du nouveau Premier ministre. On a vu, comment on appelle ça encore, au niveau du CNT, un budget qui a été véritablement consacré aux questions électorales. Donc on a vu l'EJ qui est en train de aussi s'activer. Hein. Donc quelque part, on en parle. Donc ça veut dire qu'on est conscient qu'il faut qu'on aille vers ça. Si c'est le seul point de discorde, moi je pense qu'à mon avis, on peut arriver toujours à... Il y a encore de l'espoir pour que cette situation arrive à se régler et qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Parce que, en tant que membre fondateur de la CEDEAO, on peut toujours militer pour un changement de paradigme au sein de la CEDEAO, pour que la CEDEAO ne soit plus sous domination et ainsi de suite. Parce que, quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui cette décision de retrait est actée, mais vous voyez comment les pays sont interdépendants, sont liés. Donc, est-ce que dans ce contexte, vous pouvez dire, nous, on va quitter la CEDEAO et puis, vous avez le cas d'autres pays qui ont quitté la CEDEAO et pourtant qu'ils restent toujours attachés, et souvent même des pays qui n'ont rien à voir avec la CEDEAO, le Maroc, la Tunisie et autres, tapés aux portes pour dire nous voulons adhérer à la CEDEAO. Donc, ça veut dire quelque part que c'est l'une des organisations qui connaît certainement, africaine, qui connaît certainement des problèmes, mais encore, qui a un potentiel qui fait que beaucoup d'autres pays essayent aujourd'hui d'y entrer. C'est ça qu'il faut voir. Et moi, je pense que tout doit être posé de façon vraiment très lucide, voir tout ce qu'on a à y gagner, c'est-à-dire faire une évaluation. Moi, je déplore ça souvent parce que très souvent, on mène des actions, on prend des initiatives, on mène des politiques, mais il n'y a pas de bilan.
on a fait 30 ans de démocratie, on est tous d'accord, oui, ça n'a pas été la période la plus glorieuse pour le pays, mais quand même, il faut faire un bilan, voir ce qui est positif, voir ce qui est négatif. Et ce qui peut être amélioré. Voilà ce qui peut être amélioré, parce que toute œuvre humaine est perfectible. Toute œuvre humaine. Vous allez même dans les pays occidentaux, vous ne voyez... Aujourd'hui, vous avez vu les pays occidentaux. L'Allemagne va bientôt assister à la chute de son gouvernement, la France n'en parlons pas, ainsi de suite, l'Angleterre qui a quitté avec le Brexit, donc partout, Trump qui a fait 4 ans et qui est encore... Donc, ça veut dire que quelque part, les choses sont en train de bouger dans le monde entier. Mais supposons qu'on arrive quand même à acter cette décision. Quels sont les scénarios possibles? Les scénarios possibles, de toutes les façons, moi je me dis que oui, on peut acter cette décision, mais ça restera au niveau politique. Mais maintenant, tout ce qui concerne le niveau, vraiment de l'intégration, le niveau opérationnel et bien d'autres, hein, lui et moi, hein, parce qu'on a décidé de quitter la CEDEAO, mais ce n'a pas été le cas pour lui et moi, donc ça veut dire quelque part, on arrivera toujours à se retrouver. Et certainement qu'on va quitter la CEDEAO et les autres organisations qui sont là, où on est aussi membre jusqu'à preuve du contraire, feront que nous et la CEDEAO, ça sera toujours ensemble. Donc, quelque part, il faut aller même au-delà de ces histoires-là. Quand même, ça reste des faits et Yarkoué, c'est quand même avec ce divorce, c'est des bureaux qui vont fermer et je crois que c'est des financements de la CEDEAO qui vont s'arrêter aussi. Hein. Oui, effectivement, je pense que même au niveau de la CEDEAO, il y a des dispositions qui sont prises par rapport un peu à ces cas que vous venez d'évoquer. Et je crois que ceux qui ont en charge de gérer ces volets-là vont aussi mettre à profit ces 6 mois-là pour en tout cas travailler sur ces différents facteurs. Mais ce qui est quand même dommage aussi, ça va être une perte de moyens. Parce que nous sommes dans la transition, ce que nous avons perdu, Dieu seul le sait. S'il faut sortir aussi de cette organisation aujourd'hui, les conséquences risquent d'être très fatales. C'est ce qu'il faut voir. Et puis aussi, même déjà, le fait même de voir que sur nos différentes pièces d'identité, il y a la marque CEDEAO qui est là. Et je crois qu'il y a le Premier ministre, à un moment donné, il avait aussi posé la question. Il disait que non, bon, ce n'est pas un problème. Bon, moi, je pense que c'est un problème. Honnêtement, c'est un problème. Quand vous n'êtes pas dans une organisation, vous n'êtes pas dans un ensemble, vous ne pouvez quand même pas toujours continuer à utiliser leur image. Ce n'est pas du tout possible. Et au regard du contexte aujourd'hui, s'il faut quand même reprendre toutes ces pièces aussi, ça va nécessiter d'énormes moyens. Par-delà aussi, il y a d'autres facteurs qui sont là. S'il y a des restrictions et que la CEDEAO dise que bon, voilà, en tout cas, comme vous avez pris cette décision, à partir de cet instant, il faut le visa, il faut ça, il faut ça, il faut ça, mais comment on va s'en sortir? Or, quand on regarde le Mali aujourd'hui, on a combien de Maliens qui résident en Côte d'Ivoire, qui résident dans d'autres pays membres de la CEDEAO, mais ça va être un problème. On a même vu le cas du Sénégal. Lorsque les autorités sénégalaises, je pense qu'à la frontière, avaient dit que bon, la carte Nina ne passe plus, on a vu, en tout cas, ce que ça a suscité comme bruit, même au Mali ici. Vous voyez, ça, c'est un seul aspect seulement. S'il faut aller au-delà de ça, ben, on risque vraiment de ne pas être à mesure de faire face quand même aux conséquences. Donc moi, je pense que c'est tout ça là qu'il faut quand même intégrer dans la façon de voir. Les autorités doivent tenir compte de tous ces aspects-là et vraiment voir le juste milieu. Il faut quand même partager la part en deux parce que le président sénégalais l'a si bien dit. Il dit que, comme Massir aussi l'a répété ici, toute œuvre humaine est perfectible. Voilà, et lui-même il l'a dit. La CEDEAO n'est pas à 100% parfaite. Hein. Il y a les poids qui sont là. Il faut quand même se retrouver, carte sur table, discuter des failles et voir les solutions idoines à y apporter voilà, pour quand même le plus grand bonheur quand même de l'espace. D'accord, les deux parties quand même disposent de 6 mois hein, pour quand même trouver un terrain d'entente. Et nous allons aborder à présent le troisième sujet qui porte sur l'ouverture de la mine de lithium dans la région de Bougouni. Le temps a été donné et la première question que j'ai envie de vous poser, Massiré, quelle est l'importance de cette mine de lithium pour l'économie malienne?
Oh, ça, je pense que c'est une question très spécifique et je pense que ce sont véritablement des économistes qui peuvent me dire point par point ce que ça permet. Je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits dans ce qu'on dit du lithium, tout ce qui est économie verte, tout ce qui est production de batteries et ainsi de suite, de téléphones et ainsi de suite. Et même pour, on ne sait pas, comme il y a un projet ici de voiture électrique, qui a déjà peut-être commencé. Donc, tout ça, ça peut... Mais vous savez, moi, généralement, en termes de ressources, la seule ressource à laquelle vraiment je fais confiance, c'est beaucoup plus la ressource humaine. C'est beaucoup plus là, parce que les ressources de sous-sol, les ressources minières, bon, j'ai vu quelque part où ça n'a pas aussi fait apporter les résultats escomptés. Parfois, ça a carrément détruit même des pays. On dit même que c'est des sources de malédiction. Voilà, quelque part, on en parle. On en parle. Hein? C'est trop lié à ces choses. Donc, je pense que c'est sur l'humain qu'il faut le plus investir. Et moi, je pense que c'est là où on a besoin de plus d'efforts. D'accord, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des réserves naturelles en abondance, c'est bien d'avoir des ressources. Mais quand, encore une fois, il faut tout le temps faire appel à l'extérieur pour même, ça veut dire quelque part, on ne s'en sort pas. Ouais, mais pour ce projet spécifique, en tout cas, l'État malien détient 30% des actions et il y a le secteur privé qui détient 5%. On peut dire que c'est une première. Et à écouter le chef de l'État aussi, c'est quasiment 600 milliards qui vont tourner ou qui vont être éjectés au niveau de l'économie malienne. Tout à fait. Et moi, je pense que c'est quand même, de mon point de vue, c'est une grande avancée en termes quand même d'exploitation des ressources naturelles chez nous. Et les retombées, le président de la transition a eu à effleurer quelques-unes lors de son passage sur le site. Et moi, je pense que au-delà peut-être de l'avantage que l'État même bénéficiera dans l'exploitation de cette mine, il faut aussi voir également aussi l'avantage que ce site-là accordera aussi aux résidents. Voilà, de la zone, voilà, effectivement, où la minage pourra y avoir. La région je crois, c'est 25 milliards qui vont être éjectés. Très bien, il y a ce côté qui est là, il y a en termes d'emploi, en termes de développement local, etc. Il faut aussi les intégrer. Et aussi, au-delà de tout ça, moi je pense aussi que, au regard aussi de la transition énergétique aujourd'hui, si on arrive à avoir une telle opportunité chez nous ici, ça peut d'une manière ou d'une autre aussi être un coup de piston pour l'État, pour se positionner, comme il a même parlé du cas des voitures électriques, etc. etc. Quand vous avez une mine aussi qui contribue à la composition de ces moyens de déplacement aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose en soi. Et au-delà également, cette matière en tant que telle, il y a des dérivés aussi qui peuvent aussi nous servir au moins qui peuvent servir à autre chose. Bon, maintenant, c'est de faire en sorte que cette gestion ne soit pas comme les précédentes gestions. Pour la simple raison que nous avons vu avec les mines d'or, on a même vu un rapport explosif qui en réalité est sorti à un moment donné par rapport à la gestion de ces mines. Il ne faudrait pas que, au moins, pour le lithium aussi, ça soit la même situation. En tout cas, c'est sur ce côté-là qu'il faut beaucoup plus insister et faire en sorte que l'intérêt qu'on aura quand même à travers cette mine-là, que non seulement le peuple sentisse en tout cas cet intérêt, par-delà également aussi à l'État. D'accord, mais là, on sait, quand vous faites allusion aux véhicules électriques et aux batteries et autres, ça c'est si on arrive à quand même faire de la transformation sur place. Est-ce que c'est des volets qui sont prévus dans cette opération? C'est pour ça que je vous dis que c'est les ressources humaines qui peuvent faire tout cela. On a beau avoir beaucoup de mines, beaucoup de ressources, mais tant que l'être humain, il faut aujourd'hui insister là-dessus. On a besoin de formation. Nous avons de ces filières, de ces domaines qui ne servent pratiquement à rien et qui ne correspondent pas à ce dont le marché du travail a besoin.
Et moi, je pense que c'est sur ça aujourd'hui qu'il faut capitaliser. On peut avoir, on avait des mines d'or. À quoi ça a servi? Et là, on se dit même que ça n'a servi à rien parce que c'est une perte, c'est tout. Donc l'État a beau avoir ses 30%, ses 5% pour les entreprises et autres, mais tant qu'on ne mettra pas l'accent sur le renforcement des capacités, sur le fait qu'on n'ait plus besoin d'aller à l'extérieur pour chercher ses compétences, qu'on ait un vivier ici même au Mali qui puisse travailler dans ces filières, c'est-à-dire que ça sera toujours de l'éternel recommencement. Et voilà, de l'éternel recommencement. Nous acheminons vers la fin de cette émission, mais brièvement, en quelques secondes, Boubacar Yalkoué, selon vous, quels sont les sujets qui vont marquer l'actualité de la semaine qui s'annonce? Bon, je pense qu'il y a toujours cette question d'élection qui est sur la table. Je crois que le dernier Conseil des ministres, il y a eu des décisions prises, je crois, par rapport aux activités gouvernementales qui s'étalent, je crois, de 2025 à 2026. Et les gens se sont rendus compte que parmi ces décisions majeures prises nulle part, il ne ressort à l'organisation d'élections présidentielles. Et ça a quand même suscité un peu de doute, ça se dit ici et là. Mais par-delà également, il y a aussi non seulement cette question de la CEDEAO qui va toujours continuer à animer les débats, et puis aussi, comment on appelle ça, la question aussi des prisonniers d'opinion, qu'il ne faudrait pas aussi occulter, il faut toujours le rappeler. Et franchement, insister pour que ces quelques leaders qui sont entre les mains toujours de la justice vraiment puissent bénéficier de leur liberté dans les prochains jours. Et Massiré? Bon, il y a des questions pratiquement que les grands frères viennent d'évoquer. Les élections Djoliba, certainement. Comment dirais nos relations avec la CEDEAO, avec la France, avec l'Union africaine, parce que n'oubliez pas que le Mali est quand même toujours suspendu à l'Union africaine. Et comment vraiment on va vers cette nouvelle direction, surtout avec tout ce qui concerne l'AES, parce qu'il ne faut pas se dire que l'AES, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements qui concernent aujourd'hui l'AES. On parle de culture maintenant, on parle tout cela, moi je pense que ça va de lithium. Là-bas. D'accord. Bien sûr, tout cela aussi, ça sera des sujets qui vont certainement revenir. Mais je pense que le principal sujet, au-delà de tout ce qu'on va dire, c'est pratiquement les élections et par-delà l'union sacrée, surtout des Maliens, qui est vraiment la condition sine qua non pour le pays de s'en sortir. Et voilà, nous arrivons au terme de ce numéro de Point de Vue et nous recevions pour vous Massiré Diop. Il est rédacteur en chef au journal du Mali, Boubacar Yalkoué, directeur de publication du journal Le Pays. Un grand merci à vous les abonnés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.